on va se rejoindre un petit peu dans l'approche, je pense, et dans le parti pris. Ouais, sur la manière de gérer en fait le risque par rapport aux cyanobactéries. Donc, je vais juste représenter rapidement le bassin de la Sèvre nantaise pour aller plus vite dans le vif du sujet, gagner un peu de temps. Donc, le bassin de la Sèvre nantaise, on est situé au sud de Nantes, dans la partie du vignoble nantais, du partie du Muscadet. Donc, les sources, c'est en Deux-Sèvres. Et on est sur un grand territoire, 2350 km², on est sur 14 intercommunalités. On est un peu plus de 300 000 habitants, donc on est quand même sur quelque chose d'assez dense. 4 départements et on a plus de 2000 km de cours d'eau. Donc nous, on est un syndicat de bassin versant, comme vous avez pu en voir tout à l'heure. On est un établissement public. On a la prise de compétences GEMAPI qui nous a été transférée par les intercommunalités en 2018. Et donc, on est 24 agents, mais sur le terrain, on est une dizaine d'agents. Donc, par rapport à la problématique, donc nous, notre cœur de métier, c'est quand même à la base la restauration des milieux aquatiques. Donc, clairement, le plus gros de notre budget, de notre temps et de notre travail, c'est quand même la restauration des milieux et accompagner aussi le changement agricole pour améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau sur le territoire, puisqu'on n'a aucune masse d'eau en bon état sur notre bassin versant, pour diverses problématiques. Voilà. Mais il s'avère que pendant des années, il y avait des suivis cyano qui avaient dû être faits avant que moi je sois là, en tout cas par l'ARS, en lien avec ce qui était notre structure avant, une institution interdépartementale, notamment dans le cadre d'activités nautiques. Mais tout ça, ça s'est arrêté en 2008. Et depuis 2008, il ne s'était rien passé en termes de suivi, puisque sur le bassin versant, il n'y a qu'un site de baignade. Sinon, on n'a pas de site de baignade. Et en termes d'activité, on est essentiellement sur de la pêche. Et en aval du bassin versant, on a des clubs de canoë et des clubs sur la Moine, sur la partie du Choletais, de Cholet. Après, on a de la baignade sauvage, on en reparlera, mais comme j'ai pu en entendre parler par des collègues, on a beaucoup de baignade sauvage, des gens qui viennent avec du paddle, des canoës à titre perso et qui se mettent à la rivière, et voilà. Donc, ce type de problématique. Mais la baignade est non autorisée. Et puis, en 2018, on a eu un énorme bloom en plein été. C'est la photo que vous voyez là. Qui est venue sur une rivière, donc qui est la Moine, qui est celle qui part de Cholet. Et en fait, ça a pris toute la Moine et l'aval de la Sèvre après la confluence. Donc, on s'est retrouvé avec 80 km de cours d'eau de cette couleur, en très peu de temps, et avec une odeur affreuse, odeur de soufre, voilà. Donc, ça a affolé tout le monde. Nous aussi, on a eu des articles, comme vous pouvez le voir dans la presse, et puis tout le monde s'est demandé ce qui se passait, si c'était dangereux, pas dangereux. Les élus ont été interpellés, se sont inquiétés, sont revenus vers le syndicat de rivière en nous demandant qu'est-ce que c'est, et c'était clairement pas un sujet. En tout cas, c'était pas un sujet qu'on traitait et sur lequel on s'était penché. Donc il a été décidé en 2019 que le syndicat de bassin versant se penche sur cette question, cherche des réponses. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, est-ce que c'est dangereux ou pas. On s'est rapproché tout de suite de l'agence régionale de santé qui est venue quand même faire un prélèvement rapide dans l'été pour voir ce que c'était. Donc on savait que c'était microcystis, on savait qu'on avait des microcystines à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'arrêté pris dans l'urgence. Donc l'idée c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place à partir de 2019. Donc en termes d'action, avec l'aide de l'ARS et en se rapprochant d'un certain nombre d'experts, on a été tapé à plusieurs portes, on a mis en place 3 actions. Un suivi qu'on a dit environnemental et sanitaire sur l'axe de la Moine qui était impacté et l'aval de la Sèvre. Donc on s'est concentré sur l'axe qui avait été impacté pour venir faire des prélèvements, voir quel type de cyanobactéries on avait, est-ce qu'on avait des toxines, pas de toxines, et essayer de voir à mettre des niveaux d'alerte pour pouvoir, si on avait le même phénomène, déclencher des interdictions ou des restrictions d'usage. En parallèle, on a souhaité mettre un réseau d'observation visuelle. À l'époque, on n'était que sur les planctoniques,
parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait vu. Donc on l'a appelé réseau d'alerte visuelle en 2019. Et un autre axe, c'était la communication et la sensibilisation, puisque tout le monde se demandait ce que c'était. L'idée, c'était de commencer à mettre des articles dans la presse, avoir un flyer qu'on puisse donner, un document qu'on puisse donner aux élus pour qu'ils puissent répondre aux questions quand ils étaient interpellés, si ça recommençait l'été suivant. Donc, pour se focaliser sur le réseau d'observation, en 2019, l'objectif, c'était de se dire, on a l'onde linéaire, on ne peut pas être partout. On ne peut pas mettre des points de mesure partout, ça va nous coûter trop cher. On ne peut pas être partout, même en tant que surveillant. Donc, on va mettre quelques points et puis on va essayer de voir si on a aussi, spatialement, est-ce que ça se déclenche d'amont vers l'aval, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, l'équipe technique du syndicat, technicien de rivière, moi, quelques collègues, et puis on a associé les clubs nautiques qui avaient été impactés dans l'été. Et puis 2 services municipaux, ville de Cholet en amont de la Moine et ville de Vertou tout en bas de la Sèvre. On les a associés avec 2 autres gestionnaires de barrages, donc les barrages qui étaient sur Cholet, puis des barrages plus en amont de la Sèvre. Voilà, on s'est formé sur la reconnaissance visuelle et puis on s'est dit on va surveiller, on va voir ce que ça donne, quoi. Ça a commencé petit comme ça. Donc tout ça, on l'a construit en 2019. On a contacté le syndicat de baignade des Landes qui avait déjà lancé quelque chose. Christophe nous avait mis en lien avec eux. On a essayé de voir un peu ce qui existait. On a créé un outil en interne, un outil de saisie, qui nous permet en fait d'aller sur le terrain, d'avoir des stations fixes, comme vous voyez au début, avec des points en fait, sur lesquels on vient tous les 7 à 10 jours. On est au bord de la rivière, on regarde, on rentre les données sur notre téléphone, on prend une photo, on envoie, et ça met une carte à jour. Et ça, c'est directement mis sur notre site internet. Et quand on clique sur la station, vous voyez, ça nous met vert, il n'y a rien, rouge, il y a quelque chose, et si on a un doute, on met du gris. Et ça a commencé comme ça. On est parti et on a fait le choix d'avoir des stations fixes et d'y venir régulièrement. Et petit à petit, en fait, au fil des années, on a cherché des observateurs pour gonfler le réseau, pour avoir plus de stations et couvrir plus de territoires. Donc, en termes d'observateurs, on a fait le choix de ne pas ouvrir au grand public. Il y avait une crainte aussi bien dans l'équipe que dans les élus, que si on ouvrait au grand public, on risquait de nous remonter tout et n'importe quoi. Donc, on a préféré en fait se tourner vers les acteurs du territoire qui est au plus proche de la rivière. Donc, on a été vers les fédérations de pêche qui nous ont renvoyés vers des pêcheurs. On a continué de travailler avec les clubs de canoë ou vers des agents de collectivité territoriale. Et en fait, on a fait le choix de les former. Donc, en fait, chaque année, avant la saison, il y a une formation obligatoire des observateurs. C'est moi qui les forme sur l'aspect outils. Et on fait venir un expert cyano qui les forme en fait. Et l'idée, c'est qu'on commence après la saison comme ça. On a une observation qui est demandée tous les 7 à 10 jours en moyenne. On essaie de ne pas être trop contraignant pour que les personnes qui sont bénévoles, ça leur met pas trop une pression. On fixe pas une journée précise, on fixe pas un moment de la journée précis, ça a ses limites, mais c'est pour leur permettre un peu plus de flexibilité. Et en fait, chaque observateur a ses stations qui lui sont spécifiques. Donc, on s'organise dans l'été pour que les congés des uns ou des autres, on puisse se substituer les uns aux autres pour aller faire les stations de ceux qui sont absents dans l'été. Et tout est mis, du coup, sur le site internet. Et au fil du temps, on a souhaité créer un outil d'alerte SMS-mail qui fait qu'on l'a ouvert au départ qu'au réseau d'observateurs pour qu'un observateur qui est situé à un endroit puisse savoir quand celui de l'amont a fait son observation, qu'il puisse la recevoir sur son téléphone ou par mail et se dire tiens, il y en a au-dessus, je vais aller voir par exemple, et ainsi de suite. Et en fait, après, on a commencé à l'ouvrir aux collectivités territoriales pour leur permettre d'avoir les informations, de s'alerter, de prendre des décisions si elles le souhaitent. Et maintenant, petit à petit, en fait, il y a des particuliers qui sont courants, qui ont commencé à se mettre des alertes SMS, mail, etc. Et donc, voilà, les gens peuvent choisir les stations et se mettre une alerte et recevoir en direct les informations sur leur téléphone.
Donc le dispositif, il a évolué en fait en 2022, donc c'est assez récent, concernant les benthiques, parce qu'on a été interpellé par l'ARS qui a fait une observation par hasard sur la Sève nantaise et qui avait observé des phoques. Sur la Sèvre vers Clisson, ça a corrélé avec le club de canoë du secteur qui nous a interpellés visuellement dans le cadre du réseau d'observation en nous disant je vois quelque chose que je n'ai pas vu d'habitude, qui nous a envoyé des photos et donc ça a corrélé. Du coup, à partir de 2023, on a décidé de former tout le réseau d'observateurs et d'intégrer dans l'outil de saisie des informations la surveillance des benthiques. Donc on a fait évoluer l'outil, évoluer la formation et il s'avère qu'on en a trouvé et qu'on en a trouvé sur pas mal de sites, principalement sur l'axe de la Sèvre nantaise. Et on en a trouvé aussi par le biais de prélèvements qu'on continue à faire sur la moine, qu'on continue de surveiller, là où on avait eu le gros impact de planktonique. Dans quelques échantillons, en fait, on a retrouvé un peu de formidium aussi, mais en très faible quantité. En parallèle, la même année, en 2023, on a fait l'acquisition en régie d'une sonde à phycocyanine. L'idée pour nous étant de nous aider à la surveillance visuelle en interne, en cas de doute. Donc, pour vous donner une idée, en fait, le schéma, il présente un peu ça. Quand quelqu'un fait une observation visuelle, donc à peu près tous les 7 à 10 jours, il le met dans l'outil, ça envoie, comme je vous le disais, l'information. Ça met à jour la carte sur le site internet, mais surtout, moi, j'ai l'information en direct. Moi, je regarde les informations qui arrivent en direct. Si je vois que c'est un doute ou si si l'observation me semble douteuse, j'ai à ce moment-là la possibilité de me déplacer sur place pour revérifier, enfin, avec mon œil à moi, l'observation et éventuellement utiliser la sonde qui peut me donner une indication sur cyano, pas cyano et éventuellement faire un prélèvement pour l'envoyer au laboratoire pour faire un contrôle éventuel. C'est ce qu'on a fait beaucoup au démarrage sur les benthiques pour se faire l'œil en fait. Au démarrage, on a beaucoup utilisé la sonde pour être sûr qu'on était bien sur des phoques et en même temps, on envoyait l'échantillon à notre prestataire pour essayer de voir si on ne se trompait pas en fait sur l'identification. Voilà, et en même temps, ça nous permet de rectifier le visuel qui a été fait pour mettre à jour la carte immédiatement s'il y a eu une erreur de visuel ou pas. Donc un déroulement de saison, en gros, au printemps, systématiquement, on envoie à toutes les collectivités du bassin, aux associations, aux clubs, aux fédérations de pêche, aux offices de tourisme, en gros aux acteurs du bassin versant, de manière très large, tous les outils de communication qu'on a créés pour leur permettre de communiquer. Éventuellement, au besoin, on essaie de chercher des nouveaux observateurs où on essaie de localiser des nouvelles stations potentielles. En juin, on forme souvent les observateurs. Et après, on démarre la saison d'observation à peu près de début mi-juin à fin octobre. Toute la saison se passe comme je vous l'ai expliqué, avec l'organisation des congés des uns et des autres pour pallier quand il y a besoin. Et de manière régulière, j'envoie un mail régulièrement à l'ensemble du groupe d'observateurs pour les tenir informés de ce qui se passe, de là où on envoie, là où on n'envoie pas. Et quand il y a des benthiques, systématiquement, j'envoie un mail spécifique à la commune concernée pour les alerter sur le fait qu'on a vu des benthiques et qu'il y a un risque associé. Je leur remets les outils de communication associés et je leur donne les contacts de l'ARS s'ils veulent éventuellement prendre une décision ou se rapprocher d'eux pour éclairer leur décision. Et en parallèle, toute cette saison-là, on est là pour répondre à toutes les questions, que ce soit des observateurs ou des collectivités, ou même des particuliers qui nous appellent pour nous poser des questions au gré de ce qu'ils peuvent voir sur la carte. On fait un bilan toujours en fin d'année de tout ce qu'on a vu sur la saison, que ce soit dans le cadre du réseau d'observation, mais aussi du suivi milieu qu'on continue de faire sur la Moine et l'aval de la Sèvre.
et on réunit un comité de pilotage, souvent en début d'année suivante, pour faire le bilan de la saison de l'été, partager ce qui a été observé, les retours des uns et des autres, et on leur demande voilà, ce qui est perfectible, ceux qui ont envie de continuer, ceux qui ont envie d'arrêter. Voilà. C'est toujours un bilan annuel qu'on fait pour préparer la saison suivante. Donc les stations ont beaucoup évolué. Sur le focus des benthiques, donc on a surtout vu nous des flocs au départ. La particularité sur notre bassin versant, c'est qu'on voit rarement le fond. Donc nous au début, on n'a pas forcément vu qu'il y avait des biofilms, on a surtout vu des flocs. Voilà. On a eu en 2024 ce qu'on pense être un effet cru, puisque peut-être qu'il y a eu du décapage, mais on n'avait quasiment rien en 2024. Et dans ce qu'on a identifié, on était majoritairement sur un genre oscillatoria quand on a envoyé les flocs en analyse. En termes d'évolution du réseau, on est aujourd'hui à 79 stations sur l'ensemble du bassin, 28 observateurs en tout. Ça représente 906 observations en 2024. 554 si on retire 2 gros lacs sur lesquels il y a une surveillance accrue vu qu'il y a des risques sanitaires importants. Ça vous donne une idée de l'évolution. Nos limites, aujourd'hui on le sait, c'est que c'est pas scientifique, que c'est essentiellement du visuel, qu'on est sur des stations fixes. Effectivement, même si certains nous interpellent parfois parce qu'ils ont vu ailleurs, des fois on crée des stations supplémentaires. Ça veut dire qu'il faut trouver l'observateur qui va venir aussi régulièrement, éventuellement là. C'est un temps. Et c'est un peu la difficulté en fait, c'est le temps d'animation de ça. Donc en l'occurrence mon temps à moi, qui peut être de plus en plus contraint par d'autres missions. Et sans ce temps-là, ça fonctionne moins bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de temps à passer. Pour animer, pour rappeler, pour donner envie, pour former, voilà, c'est du temps. Le temps aussi, éventuellement, de se redéplacer, s'il faut vérifier quelque chose, éventuellement utiliser la sonde ou faire un prélèvement, des fois, ça n'a pas été fait parce que j'avais pas le temps. Donc, c'est un temps qui est pas négligeable. La formation, voilà, c'est entre guillemets une limite dans le sens où nous, si la personne n'est pas formée, on ne lui permet pas en fait de faire les observations et de rentrer dans le dispositif. La volonté actuelle des élus de la structure, c'est de continuer. L'intérêt qu'ils y voient dans ce dispositif, c'est l'acculturation, la sensibilisation des acteurs. Et je rejoins un peu ce qui a été présenté, le fait de vivre avec, dans le sens où, à travers l'idée que si on continue de montrer, à reconnaître et donc d'expliquer au regard de ça, ce sont des cyanobactéries, c'est dangereux et donc les préventions et les mesures et les pratiques, c'est comme ça, et ben on aura peut-être moins de risques et moins d'impact. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc ça s'accompagne forcément d'outils de communication. L'appropriation des enjeux, du coup, et ça nous permet aussi d'avoir un lien avec les acteurs du territoire. D'être en lien avec eux, ils nous appellent plus facilement, même pour d'autres sujets, du coup ça nous permet d'être facilement en lien. Les particuliers nous ont davantage repérés aussi sur ce sujet-là et nous appellent plus facilement. On a plein de gens qui nous appellent pour des baignades de chiens par exemple, et plus ça va, plus ça commence à comprendre que il faut pas baigner son chien, en fait, tout simplement l'été sur certaines zones du bassin versant, parce qu'on sait qu'il y a des benthiques. Voilà, donc nous on y voit un grand intérêt de sensibilisation et d'acculturation au risque en fait par rapport à ce sujet-là. Et nos perspectives, on n'est pas forcément sur une augmentation du développement, mais au moins sur une consolidation et maintenir l'existant et la dynamique, ce qui n'est pas forcément évident parce que pour les bénévoles c'est du temps, du temps, de l'énergie, et puis parfois un découragement de voir qu'ils constatent toujours qu'il y en a en fait. Et et quand est-ce que ça va s'arrêter et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y en ait plus. Et c'est là où des fois on pêche un peu, c'est pas évident de garder la dynamique par rapport à ça. Voilà, je vous ai remis les outils de communication qu'on a. On fournit des panneaux collectivités pour mettre sur site, des flyers, bien sûr.
Et puis certains se sont réappropriés aussi, que ce soit les pêcheurs ou les villes qui participent au réseau. Voilà, ont été assez fiers pour pouvoir mettre des messages dans leurs articles pour parler de leur participation à ce réseau aussi. Voilà, si j'avais le temps, je vous aurais montré l'outil, mais si vous avez envie, je peux vous le montrer. Ce sera de l'info collective, donc c'est bien aussi. Chaque personne, en fait, a un mot de passe. Non. Non, ça veut pas. Préparez vos questions en attendant. Non, ça veut pas. Ah. Voilà. Non, il veut pas. Voilà, là vous avez la carte en ligne, c'est en gros ce que voient les gens quand ils vont sur le site internet. Donc, vous cliquez sur la station et ça vous met tout l'historique en fait de ce qui a été observé en benthique ou en planctonique depuis l'existence de la station. Et sur la dernière observation, ça vous met aussi les photos. Voilà. On va y arriver. Donc là, en gros, vous avez toutes les stations. Moi, j'ai toutes les stations parce que je suis administrative, mais la personne, en fait, a choisi sa station. Donc voilà, vous avez toutes les stations existantes. Et je vais aller sur une station test. Donc on fait ajouter une station. Et là, vous avez les informations à rentrer. Donc vous avez ça sur votre téléphone. Ça vous met la date et l'heure. On vous demande si le fond est visible ou pas, parce que chez nous, ce n'est pas toujours le cas. Il y a une information relative aux plantes aquatiques, en termes de densité de présence de plantes aquatiques.
En fait, pendant un moment, on se posait la question de savoir si le fait qu'il y ait beaucoup, alors, il y a des endroits où on a beaucoup de Jussie ou beaucoup de nénuphars, et en fait, on se posait la question de savoir s'il pouvait y avoir un lien avec par rapport à la luminosité, donc on mettait cette information-là. La présence d'animaux morts, en fait, s'il y a un impact ou pas, s'il y a une odeur ou pas. Donc présence de planctonique, on permet le doute à chaque fois. Oui, non ou doute. Je mets oui pour pouvoir avoir la suite du questionnaire. Benthique, oui, non ou doute. Et quand on enregistre, il y a des questions supplémentaires si on a mis des oui. Pour préciser la couleur en planctonique. Là, c'est des questions assez difficiles sur lesquelles c'est le plus dur pour les observateurs. C'est la notion de densité où on a essayé de mettre des photos. Mais là aussi, on leur permet le doute. Donc faible ou moyen à élevé. Avant, on avait 3 niveaux, on a descendu à 2 parce qu'ils n'y arrivaient pas. C'était trop difficile de tout distinguer. En fait, on n'y gagnait pas grand-chose. L'étendue de la prolifération. Voilà. Depuis le point où vous êtes par rapport à la station, vous êtes sur à peu près quel type de densité. Observation depuis la berge, en fait, l'idée c'est de savoir sur quelle berge vous voyez. Est-ce que vous êtes en rive gauche, est-ce que vous êtes en rive droite? Est-ce que c'est accessible ou pas? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, on enregistre. Quand on a fait planctonique et qu'on a aussi de la benthique, on a les informations benthiques à rentrer sur la couleur, sur l'apparence. Est-ce que c'est tapis dans le fond? Donc, si ce n'est pas observable, on met non observable, sinon on met oui, non ou doute. Si c'est des flocs, on met oui, non ou doute. Et pareil, on essaie de dire à peu près la surface qui peut être impactée par ce qu'on voit en fait. On enregistre. Et là, on n'a plus qu'à mettre un commentaire si on le souhaite et à rajouter les photos. Donc si c'est une planctonique, on laisse le curseur à gauche, on rajoute la photo. Si c'est benthique, on met le curseur à droite. Et en fait, ça part directement sur le site internet. Il y avait une question sur cette application. Est-ce qu'il y a un abonnement? Est-ce que c'est payant? Est-ce que vous avez trouvé des subventions? Alors en fait, nous on a de la chance en interne d'avoir des gens très forts en informatique qui ont tout développé en régie en fait. Donc c'est du temps interne mais c'est gratuit. Est-ce que ça pourrait être partagé ou comment dire mutualisé, mais enfin sur un guide et partagé en libre pour que d'autres puissent le réutiliser sans resservir pour modifier sur leur propre site si vous voulez? Je pense que la question pourrait être posée à nos élus. On fait déjà de la mutualisation d'outils développés par nous en interne avec d'autres bassins versants, donc je pense que la question pourrait nous être posée. Ça peut très probablement intéresser d'autres territoires. En tout cas, il ne faut pas hésiter à bien nous la poser parce qu'on a déjà mutualisé d'autres outils. Donc, Question, est-ce que l'OFB participe à ce réseau d'observateurs? Non. Et vous avez mentionné le fait que les observateurs étaient bénévoles mais formés. Donc la formation est importante parce qu'elle permet la qualité de l'observation. Et quand il y a des cas de doute, vous faites une vérification systématique a priori? J'essaye. Okay. Selon mon temps disponible. Mais est-ce qu'il y a des modes de vérification, je dirais, un petit peu aléatoires pour vérifier la qualité des observations qui sont faites? On ne l'a pas fait. Non. En cas de présence avérée de cyanobactéries, donc il y a une communication qui est faite au niveau des mers, si j'ai bien compris. Comment est géré en fait l'impact de la présence par rapport aux activités nautiques de loisirs qui sont présentes? Alors nous on fait donc par rapport à l'aspect, donc pour revenir sur l'historique et notre rôle en fait, historiquement suite à 2019, on a eu un rôle sur l'aspect sanitaire, c'est-à-dire qu'on avait fait un temps
le rôle de faire les niveaux d'alerte, d'informer les élus pour qu'ils prennent les arrêtés, etc. Et le PTB a arrêté ça parce que c'était pas de notre compétence, on n'avait pas de compétences sanitaires et que c'était très compliqué de faire le lien entre l'ARS, les communes, etc. Donc il y a eu un choix d'arrêter ça. Donc par rapport à ça, le PTB en fait fait des réunions annuelles avec tous les élus du bassin versant qui souhaitent participer pour informer sur tout ce qu'on met à disposition. Donc que ce soit les données du suivi milieu sur l'axe Moine et aval de la Sèvre, où là on fait effectivement des prélèvements tous les 7 à 10 jours, où on dénombre et identifie les cyanobactéries, et le réseau d'observation visuelle, ainsi que les outils de communication. Et on leur dit qu'il y a un outil d'alerte, et que sur cette base-là, s'ils le souhaitent, et qui veulent prendre des mesures, ils sont libres de prendre des mesures ou de faire des suivis complémentaires de toxines, etc. Voilà. On a fait des réunions avec l'ARS pour que l'ARS leur explique c'est quoi les risques, c'est quoi éventuellement des exemples de protocoles. On leur a montré des exemples de collectivités qui ont des suivis sanitaires sur le territoire, Cholet agglomération, Mauges communauté par exemple. Et après, les communes, elles sont libres de prendre en fait leur décision et de prendre un arrêté ou pas. Voilà. Non. Non, aujourd'hui, à ma connaissance, alors après peut-être qu'elles prennent des choses et que nous, on n'a pas le feedback, mais en tout cas, on ne nous a jamais dit, suite à votre interpellation sur les benthiques, qu'on a pris un arrêté par exemple. On n'a pas eu de retour de ce sens-là. De l'affichage, oui. De l'affichage en nous disant on veut bien votre panneau, on va le mettre, etc. Oui. Un arrêté d'interdiction, non, pas forcément. Il y a une question sachant qu'il y a pas mal d'activités nautiques qui se font, pourquoi il y a un seul site qui a été recensé et suivi par l'ARS, un seul site de baignade officiel? C'est le seul site qui reste en fait, sur lequel il y a un profil avec une collectivité gestionnaire et avec un suivi ARS. Sur le reste du territoire, il n'y a plus de site de baignade officiel. Et même si, par ailleurs, vous avez mentionné des activités de canoë. De canoë, mais pas de baignade. Mais pas de baignade. Non. Donc, ok. Oui, alors, la personne rajoute pourquoi une seule baignade déclarée alors qu'ils ont plus de 30 stations d'observation? Parce qu'en fait, ils se demandent... Pourquoi on fait des observations s'il n'y a pas d'activité de baignade? Parce qu'en fait, on fait des observations au-delà de la baignade. Parce qu'en fait, il y a des pêcheurs, il y a des gens avec des chiens, il y a énormément de randonnées avec du tourisme, il y a plein de gens qui font du paddle, de la baignade sauvage, ou voilà. Et en fait, effectivement, si on ferait rien en fait. Oui, je pense qu'ils demandaient quel était l'objectif du public, il est multiple en fait. Il est randonneur, pêcheur, les gens qui font du canoë à titre personnel. Voilà. Questions. Je profite d'avoir le micro parce que j'avais une petite réflexion et je trouve que les présentations sont bien écho, notamment sur la vision qui est développée sur la nécessité d'engager du personnel sur site formé pour pouvoir avoir les premiers seuils et niveaux d'alerte. Ça va être des observations visuelles, même si on dit que c'est pas scientifique, c'est pas imparfait, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, les niveaux d'au-dessus, c'est les chiens. Et si on protège les chiens, on appuie directement de voilà. J'ai l'impression que je ne sais pas si vous partagez cette idée, c'est que les indicateurs qu'on a sont assez limités et quand même ce suivi et ces agents sur le terrain, ces formations sont vraiment la base. Et connaître le site, comme vous le disiez ce matin, c'est peut-être partie de l'investissement qui est fait et qui peut permettre de générer un petit peu plus de données de connaissances, quoi. Nous, aujourd'hui, on le voit aussi comme, au-delà de l'aspect sanitaire qui revient, on le voit aussi comme un indicateur de milieu. On parlait du réchauffement climatique tout à l'heure. Nous, on se dit, voilà, on se pose des questions. Est-ce qu'on va en voir plus, pas plus? Alors, on sait que sur certains sites, vu qu'on vient régulièrement, on se dit qu'aussi on bancarise de la donnée. Alors, elle n'est pas forcément fiable parce que c'est que de l'observation visuelle. Mais on se dit, voilà, peut-être que ça nous permettra d'avoir de l'historique aussi sur est-ce qu'on en voit plus, est-ce qu'on en voit à des endroits où on n'en voyait pas avant, et essayer de coupler ça avec d'autres données. Mais alors, je peux peut-être
apporter 2-3 éléments justement par rapport à la qualité des milieux. Myriam, tout à l'heure, discutait de l'intérêt et l'apport des nutriments et leur implication dans les efflorescences, les proliférations matiques. Et ben, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où il y a très peu de nutriments, où il y a des proliférations matiques. Et on s'aperçoit en fait qu'il y en a partout à partir du moment où les conditions d'hydrodynamisme le permettent. Et ce qui est intéressant au niveau de la génétique, c'est qu'elle nous dit que ces cyanobactéries étaient déjà là avant. C'est-à-dire elles ont un profil génétique qui est très lié au bassin versant, donc il suffit que les conditions d'étiage soient là pour qu'elles se développent de façon massive. Et c'était assez surprenant. En tout cas, c'est des choses qu'on pensait qu'il y avait du changement global là-dessus. Et en fait, oui, mais indirectement via l'hydrodynamisme des bassins versants. Ouais. Juste par rapport au fait, sur la connaissance du milieu, enfin nous, j'ai pas trop développé, j'avais pas trop de temps, j'ai pas pris le temps. On a fait le choix, en concertation avec les ARS, dans le protocole de ne pas faire des prélèvements toutes les semaines et de faire un seul prélèvement par an par département. Et c'est basé justement sur la connaissance des sites et de l'historique qu'on avait sur le bassin versant. On avait des mortalités de chiens très nombreuses les premières années. Donc, on savait que c'était toxique. On avait fait aussi, l'ARS avait fait entre 2010 et 2014 des prélèvements de galets avec analyse des biofilms. On retrouvait toujours les mêmes espèces avec toujours des espèces toxinogènes. Donc, en fait, dans la gestion derrière, il nous était pas paru nécessaire en fait de poursuivre aussi régulièrement que le demande l'instruction les analyses, parce qu'en fait, on part du principe, nous, dans le protocole, que le biofilm qu'on observe, il est forcément toxique. Voilà. Donc tout est basé là-dessus. C'est ce qui nous a permis, c'est toute cette connaissance, cette historique qui nous a permis en fait de se passer entre guillemets pour l'instant et de ces suivis très très fréquents. Et on a mutualisé du coup nos 3 prélèvements par an. Là, on les a mutualisés à l'échelle du bassin versant. Puisqu'on considère que voilà, c'est de l'acquisition de connaissances qui pourrait profiter à l'ensemble du territoire. Et ça nous permet aussi de vérifier si on a toujours les mêmes espèces qu'il y a 20 ans ou 10 ans. Voilà. Je voudrais rajouter un petit truc. Souvent, on parle des cyanobactéries en comparaison avec les diatomées, par exemple les rapports entre les algues vertes, les diatomées, les cyanobactéries. Nous, depuis quelques temps, c'est surtout pour des stations de potabilisation, on fait du séquençage sur les communautés bactériennes pour essayer de définir la place des cyanobactéries dans le microbiote de l'écosystème. Et par rapport à ce que vous disiez, on se rend compte en ayant des suivis saisonniers ou sur des petits transects que ce microbiote et la proportion de cyanobactéries dans ce microbiote, elle peut changer du tout au rien, pas forcément avec les nutriments, mais avec d'autres facteurs. Par exemple, la végétalisation autour d'un cours d'eau, selon la saison, influence beaucoup certains groupes bactériens qui vont soit profiter ou pas aux cyanobactéries. Alors, on tâtonne avec ça. Pour l'instant, on traite des données pour des stations de potabilisation. Mais c'est assez intéressant parce qu'on regarde souvent ça comme partie du phytoplancton, bien sûr, par succession algale, etc. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que c'est des bactéries et que, voilà, toujours se dire les nutriments, la température, c'est bien beau, mais cet équilibre entre les différents groupes microbiens, pour des raisons X ou Y, vont pencher pour les cyanobactéries à un moment donné. Je ne peux pas tout, ça ne va pas expliquer les choses, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et c'est bien sûr des outils plus modernes, moléculaires, c'est pas du visuel, mais couplé avec du visuel, c'est intéressant. Voilà. Je me demandais si on n'était pas en train de shifter, excusez-moi, sur la discussion générale. Bah, c'est pas pour moi, je peux retourner, ouais, c'est ça. Vous me dites, hein. Est-ce qu'il y a encore des questions spécifiques avant de vous remercier où on entame la discussion générale? Ouais. Merci.